Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis Sud Radio, vous le savez depuis le temps que nous en parlons sur cette antenne. Partir, changer d'air, tailler la route, voir de nouveaux horizons, bref, voyager serait devenu cette sorte d'agrément nécessaire dans une vie souvent routinière ou grise, ou sans surprise, ou les trois à la fois. Un moment attendu donc, préparé, mais composé quand même d'inattendus et de surprises. Mais pas trop, c'est ça qu'on veut. Alors que quelle que soit la distance, le dépaysement ou le trajet, l'essentiel dans le voyage, ne l'oublions pas, devrait être la rencontre avec l'autre et la découverte de soi-même. Seulement voilà, ce qui était un élan vers un ailleurs, un autre à découvrir dans sa culture et sa richesse, est devenu en quelques décennies un banal produit de consommation, souvent de masse et jetable. Et en plus, ayant souvent perdu, sinon son intérêt, du moins son essence. Et puis, les années Covid, heureusement, presque, auraient changé la donne. Alors aujourd'hui, que sont devenues nos façons de voyager? Alors des bilans carbone et des empreintes écologiques, le voyage se réinvente-t-il? Prenons-nous conscience de ce qui nous manque finalement et qu'on part chercher dans le Gers, de l'autre côté du globe ou au bout de son jardin? Ça s'appelle simplement de l'authenticité. Où partir et comment partir mieux? C'est maintenant sur Sud Radio. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Je sais, c'est beau ce que je viens de dire. Catherine Bazoche, vous êtes tout ébasourdi. J'entends rien. Ah bah on va vous mettre, il faut vous monter le petit bouton qui est là-bas, là, le petit bouton là. On est parti dans l'émission, Catherine. Hein. Catherine, vous êtes co-commissaire de l'expo. Faut-il voyager pour être heureux? À l'espace Fondation EDF, 6 rue Juliette Récamier, Paris, du mardi au dimanche de 12h à 19h. C'est une exposition qui connaît un véritable succès. On le dira pourquoi tout à l'heure. Et je l'ai visité et c'est fondé. Sandrine Mercier, vous êtes rédactrice en chef magazine Aller-Retour, créé en 2010. Dispo en kiosque, sur Internet. Il propose un regard libre sur les voyages, avec de vraies plumes, de jolies photos et depuis quelque temps une dimension tourisme durable pour coller à l'air du temps et puis parce que c'est la demande aussi. Vous avez tout bien résumé, Christophe, c'est exactement ça. Ça fait tellement plaisir. On va commencer avec vous, Catherine Bazoche. Vous êtes co-commissaire de cette expo. Faut-il voyager pour être heureux? L'expo est un succès, 70 000 visiteurs, 32 artistes français et internationaux, une quarantaine d'œuvres et le but de cette expo, disons-le, ce n'est pas de donner des leçons, mais d'éveiller l'esprit critique sur le voyage. Oui. Ah voilà, merci beaucoup. C'est merveilleux. Merci, au revoir, l'émission est terminée. Non mais c'est vrai, c'est une expo d'abord tout à fait inédite sur le voyage, qui est prolongée, elle a commencé le 20 mai, elle est prolongée jusqu'au 2 avril. Quel est le pari de cette expo, sincèrement, Catherine? D'abord, alors cette exposition, elle est née pendant le Covid. Mettez-vous bien devant votre micro. Hein. Là, on m'entend bien. Vous êtes vraiment un mauvais élève. Hein. Non seulement vous plaignez qu'on vous entend pas, mais non, vous ne mettez pas devant le micro. Alors allez-y. Comme ça, c'est bien. Parfait. Bon, cette exposition, elle est née pendant le Covid. Curieusement. Curieusement, en tout cas, la démonstration a été faite et très claire à partir du moment où on s'est tous retrouvés confinés, eh bien, on a bien vu que le voyage avait un vrai impact, une vraie incidence sur le réchauffement climatique. C'est vrai. Alors à ce moment-là, tout le monde a commencé à dire mais si je peux pas sortir de chez moi, je vais péter un câble, ça va pas aller. Alors on s'est dit c'est peut-être le moment de parler du voyage. À la Fondation, on essaie d'explorer, grâce aux artistes, des sujets de société et d'actualité, et on essaie d'ouvrir l'esprit critique sur justement ces grandes tendances et qu'est-ce qui se passe. Alors, on s'est dit que c'était le moment, et donc on l'a passé dans un comité, ça a été accepté, et donc on s'est lancé sur cette idée de voyage. Pour être le plus ouvert possible et puis réfléchir autrement, on a constitué un commissariat collectif. Alors dans ce commissariat, il y a Rodolphe Christin. Rodolphe Christin est un sociologue qui a écrit plusieurs manuels, dont le manuel de l'antitourisme, qui est très investi dans l'écologie et qui veut vraiment qu'on arrête de voyager juste pour prendre, je sais pas moi, l'avion pour aller très rapidement à un endroit, puis revenir très vite sans avoir rien vu et sans s'être enrichi intellectuellement, spirituellement, au niveau des émotions. Humainement. Et également avec le MACVAL, donc sa directrice à l'époque, Alexia Fabre, qui aujourd'hui est directrice de l'école des Beaux-Arts, et deux de ses collègues, Julien Blampied et Florence Cosson, qui travaillent aussi donc au MACVAL. Tous ensemble. Le MACVAL, c'est quoi? C'est le musée d'art contemporain à Vitry-sur-Seine. D'accord, très bien. Qui a une très grande collection et surtout une grande collection aussi par rapport à ces artistes qui s'intéressent aux enjeux de demain, aux enjeux d'aujourd'hui. Et donc, on trouvait que c'était intéressant de leur proposer de travailler avec nous sur ce sujet. D'accord. Sandrine Mercier, vous êtes d'accord pour dire que la façon de voyager, on en a pris conscience pendant le Covid, et elle a changé. Vous l'avez constaté, vous, en tant que rédactrice en chef du magazine Aller-Retour.
AR, exactement, pardon. sur la couve. Oui. C'est vrai que ça a changé. Avant, on partait peut-être plus pour un oui, pour un non. On prenait l'avion pour aller à Barcelone, à Prague ou à Londres. C'est vrai. Hop, sur un claquement de doigts, on embarquait le matin, on revenait 2 jours après. Avec sa petite valise. Et voilà, peut-être même pas, juste une petite culotte, parce qu'on allait passer si peu de temps. Et c'est vrai qu'on a été privés de tout ça. On a dû découvrir la France. Au départ, on était un peu contraints, on y allait peut-être un peu en reculons, on va dire. Et tout à coup, la France a changé d'image. On avait l'idée d'un imaginaire, d'un exotisme forcément lointain. Forcément, c'était l'Asie pour vivre peut-être des aventures, ou l'Amérique latine, où il fallait aller au bord de la mer l'hiver pour se réchauffer ses vieux os. Et tout à coup, on s'est dit, mais on est un pays merveilleux, il est à portée de main, et en 2 heures de train, en 2 heures de vélo, je peux vivre une aventure, je peux découvrir des gens qui ont des histoires fantastiques, je peux même découvrir des expériences complètement inhabituelles, et ça nous a permis d'ouvrir les yeux différemment sur la France. Il y a eu une prise de conscience. Il paraît que 40% des gens se disent prêts à payer plus pour des voyages respectueux pour l'environnement et la population. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai que le bilan carbone maintenant est quand même un sujet qui de société évident. Le voyage c'est inhérent, c'est l'essence même du voyage. Quand on veut se déplacer, il consomme des gaz à effet de serre. Et du coup, voyager, si on veut faire attention en tout cas à son bilan carbone, il faut réfléchir à comment on veut voyager. Et du coup, ce qui se distille maintenant un peu dans les esprits, c'est de voyager moins loin et mieux. Ça devient un peu une évidence pour tout le monde. Donc, et mieux, ça veut dire quoi dans l'esprit des gens, là ? Mieux, ça veut dire que justement quand on renonce pas à son confort quand même, on est toujours... Non, effectivement, on peut quand même avoir un bel hébergement, peut-être insolite sur l'eau, quelque part sur le lac de Der. Oui, on va chercher des choses singulières un peu. Exactement, des choses authentiques. C'est vrai que des régions qui étaient complètement, qui n'étaient pas en dehors de la carte touristique française ou autre, qui étaient vraiment rayées de la carte parce qu'on ne parlait que de la Côte d'Azur ou de la Bretagne, se sont retrouvées tout à coup avec un pouvoir d'attraction assez fort parce qu'ils avaient une nature sauvage, parce qu'il y avait du silence, parce qu'il y avait du vent, parce qu'il y avait de l'espace et qu'on pouvait respirer, et tout ça, ça a pris beaucoup de valeur. Absolument. Les œuvres d'art qu'on peut voir dans votre exposition, Catherine Bazoche, est-ce qu'elles parlent à nos émotions ? Est-ce que ce sont des artistes qui ont envie de nous faire découvrir des choses par le biais de l'émotion, de la réflexion ? Les deux. Alors, vous allez avoir des vidéos, de la peinture, de la photo, de la sculpture. Toutes les œuvres, elles ont été choisies pour justement interroger toutes les émotions qui sont en lien avec le voyage. Donc, ça va être... de l'émerveillement, de la poésie, ça peut être de l'humour. Moi, j'ai visité l'exposition, pour tout vous dire, ce matin, vous le savez, et vraiment, j'ai été particulièrement frappé et étonné de la façon dont on nous invite à réfléchir sur le voyage, de multiples façons. Et là, au cours de cette émission, vous allez nous faire découvrir, parce que le but, c'est de passer de 70 000 visiteurs à 100 000, 110 000, 120 000, donc de donner envie aux gens d'aller voir cette exposition sur le voyage. Donnez-nous, par exemple, qui est pour vous, enfin, un petit interrogatoire, qui est Saskia Cousin ? Voilà, on rentre dans le vif. Saskia Cousin, ce n'est pas une artiste, c'est une anthropologue. D'accord. Dans l'exposition, on a 4 experts qui donnent un peu plus d'informations sur certains sujets. L'exposition, elle s'organise en 4 chapitres. Donc, le premier chapitre étant ce constat de cette mobilité très rapide, cette mondialisation qui a fait que, comme on voyage très vite, on a peut-être perdu le sens du voyage et surtout l'importance du trajet. De cette mobilité rapide, on a engendré, bien évidemment, ce tourisme de masse. Et Saskia Cousin, donc, qui est anthropologue, qui a beaucoup écrit et qui enseigne justement sur le tourisme de masse, nous fait l'amitié d'une petite capsule vidéo de 3 minutes et qui parle de ce tourisme de masse. C'est génial. Oui, c'est extra parce que... Très bien, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, et puis alors, à un moment donné, on lui dit, mais alors, comment on va faire ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à voyager ? Et alors, elle dit, peut-être qu'il faudra s'inspirer des sociétés primitives, par exemple, comme au Bénin, ceux qui pratiquent le vaudou. Ils sont habitués à faire une offrande, un don, pour pouvoir continuer à pouvoir bénéficier de certains avantages. Et peut-être que pour pouvoir continuer à voyager,
dorénavant, il faudra faire un don, chacun d'entre nous, pour pouvoir continuer à voyager. C'est une belle histoire. Restez avec nous, chers amis Sud Radio. Dans un instant, on vous dit tout sur l'art et la manière de se parfumer la languette et de faire naître une émotion de voyage tout en restant sur place à l'expo Faut-il voyager pour être heureux à Paris jusqu'au 2 avril. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans le monde à découvrir, nous répondons à ces questions essentielles. Le voyage se réinvente-t-il? Comment le réinventer? Que sont devenues nos façons de voyager? Avec Nathalie Bazoche, que je ne sais pas pourquoi, j'appelle depuis l'émission, de début de l'émission Catherine, ce qui est ridicule, parce que vraiment, vous avez une tête de Nathalie Bazoche quand même. Co-commissaire de l'expo Faut-il voyager pour être heureux à l'espace Fondation EDF dans le 7e à Paris, et Sandrine Mercier, rédactrice en chef du magazine AR et non pas Aller-Retour, créé en 2010, dispo en kiosque, qui propose un regard libre sur le voyage. Sandrine, on parle d'une autre façon de voyager aussi, on va revenir sur l'expo tout à l'heure, mais on parlait hors antenne quand on a préparé cette émission des micro-aventures. Qu'est-ce que c'est que les micro-aventures qui nous concernent peut-être plus nous, touristes français? C'est vrai qu'il y a l'aventure avec un grand A, tel qu'on l'avait avant le Covid. Et ça, on l'imagine à l'autre bout du monde. Voilà, forcément des dépaysés totales, on ne comprend pas la langue, on mange des plats épicés, on mange des cochons d'Inde, on mange, enfin voilà, des choses comme ça. On est complètement transporté dans un autre univers. Et juste avant le Covid est né le principe de cette micro-aventure. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on peut se dépayser à côté de chez soi. On prend par exemple son vélo, si on est parisien, et on va chercher son fromage à Meaux. Le fromage de Meaux. On y va à vélo. Et on le ramène, le fromage, et on le ramène, sans le manger. Le lendemain soir, on dort, on trouve un petit Airbnb ou faut pas peut-être dire ça, mais une petite chambre d'hôte, et on revient à vélo le lendemain en faisant une boucle, et comme ça, on s'est passé un super week-end. Et là, on est plus dans le tourisme authentique, dans la découverte authentique. Par exemple, on peut découvrir un terroir. On peut aller sur les bords de Loire, faire du paddle, camper sur une petite île. C'est ça qu'on appelle le tourisme, la micro-aventure. Oui, c'est l'idée de, par exemple, dans le numéro actuel, on parle d'aller faire de la raquette sur le plateau du Vercors. Très bien. Il y a même un petit refuge où le soir, on peut, si on est un peu plus aguerri à l'idée d'aventure, on peut dormir. Il y a la clé est sur la porte, il suffit d'entrer. Il y a des planches en bois, on amène son sac de couchage et on peut découvrir cette aventure comme si on était peut-être au milieu de l'Alaska, à savoir, avec la neige autour. Et donc, on le vit sans dépenser des tonnes de CO2 pour aller à l'autre bout de la planète. Et on se dépasse aussi quelque part. On vit une aventure à sa dimension sans aller à l'autre bout de la planète. Et on vit des émotions aussi. Exactement. On revient à soi, on revient à un espace-temps. On ne s'est pas emmerdé à l'aéroport. On prend le train tranquillement et on trouve un bus. Et voilà, c'est vraiment une autre manière d'appréhender son loisir. C'est ce qu'on appelle un peu le slow tourisme, qui est très à la mode. Complètement à la mode. Il y a le slow food, il y a le slow sex, et maintenant on parle du slow tourisme aussi. Le slow sex, je ne connaissais pas. Ces trucs, ça va avec le slow tourisme. Oui, d'accord. Très bien, il faudra qu'on fasse une émission totale sur la leçon de slow sex. Qui est Julie Fortier, Nathalie Bazoche? On en parlait tout à l'heure d'aller se parfumer la languette et de faire naître des émotions sans quitter finalement la rue Récamier. Comment ça se passe? Alors Julie Fortier, c'est une artiste québécoise qui a fait une œuvre qui est une installation. C'est une installation olfactive. Alors, dans la 4e partie de cette exposition, en fait, les artistes, ils nous font rêver de ce que pourrait être notre voyage de demain. Et Julie Fortier nous a donc réalisé cette fresque qui était comme un nuage de ces petites languettes qu'on appelle des touches. Vous savez, quand vous allez à la parfumerie et que vous voulez essayer un parfum, on vous donne ces petites languettes sur lesquelles on vous met un parfum pour le sentir. Eh bien, elle a fait en fait avec 50 000 de ces petites touches qu'elle a collées à l'aide de 7 autres personnes pendant une semaine sur place pour faire comme un énorme nuage blanc, avec différents tons de blanc, et sur lequel elle a réalisé 4 parfums. Parce qu'en fait, Julie Fortier, elle a fait une formation, elle est née NEZ, donc elle crée ses propres parfums. Et elle part du principe que, en fait, tout ce qui est olfactif, au niveau des émotions, est aussi fort que ce que vous allez pouvoir voir visuellement ou ce que vous allez pouvoir entendre. Et que cela ramène autant de
souvenirs, d'émotions par rapport à ce que vous avez pu vivre à un moment donné. Et donc, elle crée des parfums, la brume, le goudron, la rosée du matin. Et l'idée, c'est que vous arrivez, vous montez et vous mettez votre nez dans ces petites languettes, enfin ces petites touches, pour justement voir si oui ou non, ça vous fait vivre quelque chose. Ça, c'est vraiment intéressant, cette dimension olfactive, qui n'est pas habituelle dans une exposition sur le voyage. On ne s'attendait pas à ce qu'on soit stimulé par les sens que sont le goût, enfin l'odeur. Alors, quand on a commencé à travailler ensemble avec le commissariat collectif, les odeurs sont tout de suite arrivées. Donc, on s'est dit, parce que je sais pas, mais je pense que ça arrive à tout le monde quand on est en train de se promener, puis tout d'un coup il y a une odeur dans la rue, et puis on se met à suivre une personne parce qu'elle a une odeur qui vous rappelle quelqu'un ou qui vous rappelle quelque chose. Ah, vous suivez les gens dans la rue, vous? Oui. Ça non, mais c'est vrai que quand on voyage beaucoup, la première odeur qui est la première odeur du voyage, c'est le kérosène sur la piste de l'aéroport. Ça, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai qu'autrefois, quand on voyageait beaucoup, on dit tiens, ça, là on part. C'est vraiment le point de départ de cette odeur du voyage. Le kérosène. Ou quand on arrive. Moi, par exemple, j'ai beaucoup voyagé en Inde. Quand on arrive en Inde, il y a une odeur particulière. Ah oui, c'est vrai. Et on descend de l'avion, on dit ça y est, là, je suis arrivé. Ah oui, c'est vrai. Ou quand on arrive en Indonésie, ça sent le clou de girofle. C'est les cigarettes que fument les gens. Tout à coup, on est vraiment imprégné de cette odeur de clou de girofle. Vous avez beaucoup voyagé l'une et l'autre, toutes les deux? Oui, j'avoue. Moi, ça m'a sauvé la vie, donc j'ai continué après à voyager. Comment ça vous a sauvé la vie? Je sais pas, j'avais une enfance pas bien. Ouais. Allongez-vous, on va en parler. Vous n'étiez pas au top et le voyage vous a redonné un coup de boost. Exactement. Ouais, je crois que je m'ennuyais dans ma petite vallée des Alpes. Je m'ennuyais et le voyage, tout à coup, ça a donné vraiment une dimension à ma vie, à la rencontre. Tout était beaucoup plus facile. J'ai pu m'extirper de ma famille, de leurs désirs. Et dans le voyage est née une vraie liberté pour moi. D'accord. Et Nathalie, pareil, vous marchez beaucoup? Oui, beaucoup. Vous êtes une grande marcheuse? Enfin, oui. Vous allez où? Au Népal, au Pérou. Ah oui. Oui. On va continuer la visite de votre expo qui se trouve jusqu'à quand? Au 2 avril. 2 avril, avec un autre artiste qui m'a beaucoup fait réfléchir aussi. Devinez lequel? On en a parlé. Tout au début? Oui. Une femme ou un homme? Femme. Mali Haroun. Oui. Incroyable. Parlez-nous de son travail. C'est une vidéo qui s'appelle Paradisus. Oui. En fait, Mali Haroun, c'est une jeune artiste, vidéaste, et donc qui a souhaité faire un reportage. C'était plutôt au départ un documentaire sur un site naturel classé au patrimoine mondial. C'est en Croatie, mais ça pourrait être n'importe où en fait. Sûr. Et ce lieu, pour qu'il puisse être accessible, il a été aménagé. Et donc, en fait, pour que les gens puissent y aller, et plutôt beaucoup de monde, c'est aménagé avec des rondins de bois. Donc, il y a une vraie volonté d'essayer de conserver ce lieu pour qu'il ne soit pas abîmé par les touristes. Alors, Mali, elle a été très choquée parce qu'en fait, elle a trouvé ça insupportable, tout ce monde qui était là. Et donc, elle a souhaité... en fait, elle a fait un film qui dure à peu près 10 minutes. Ça commence où vous voyez cet environnement, évidemment, sans personne, magnifique. Elle l'a tourné en noir et blanc. Elle a utilisé un filtre rouge, ce qui fait que le blanc ressort encore plus. Donc c'est assez très 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 magique. Et puis alors, ce qui est très fort et qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait le son, elle a tourné son son. Et comme elle adore la musique, en fait, elle a créé le son musical comme si c'était une partition de musique. Ça, ouais. Et donc, c'est évidemment, c'est très joli. Bluffant, ouais. Oui, c'est très très beau. On se laisse emporter par cette vidéo. On s'assoit dans cette petite salle, là, on regarde ça et c'est passionnant. Et donc, ça commence, il n'y a rien. Oui. Et puis, plus vous avancez, plus vous voyez, il y a de plus en plus de monde, jusqu'à ce que ça devienne presque insupportable. Ah oui. Et alors, cette œuvre, comme beaucoup d'autres œuvres dans cette exposition, elle montre ce paradoxe. Parce qu'évidemment, quand on part et qu'on va loin, on va pas louper l'opportunité d'aller voir un lieu qui est extraordinaire, qui est au patrimoine mondial, ou un lieu de culture, ou un lieu de nature. Donc, forcément, même si on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, on va y aller. Quand on y va et qu'il y a tout ce monde, on se dit, mais pourquoi je suis venu? Et en même temps, comment décider de qui a le droit d'y aller ou de pas y aller pour que ça soit dans les conditions qu'on a envie? Et finalement, peut-être qu'il y a beaucoup de gens, ça ne dérange pas d'être au milieu de toutes ces autres personnes. Et en même temps, c'est un peu invivable
pour la conservation de ces lieux, puisque là, on voit bien, à Marseille, maintenant, on peut plus aller dans les calanques sans ticket. Enfin, on va bien être obligé aussi de réfléchir à comment on va pouvoir continuer à profiter de cette nature et pour qu'elle puisse aussi elle-même se régénérer. Donc, et donc, c'est un peu tout ça que l'on retrouve, je trouve, qui était très important pour nous dans cette exposition par rapport au commissaire, c'était que toutes ces œuvres nous interrogent sur notre pratique, sur ce dont on a envie. Qu'est-ce que c'est que le voyage? Pourquoi est-ce qu'on a perdu cette histoire du trajet? Comment on le prépare? Voilà, de se poser. D'accord. On va faire une petite pause et on va revenir dans cette émission. On va en savoir un peu plus sur le travail de Gwenola Wagon, de Thaïser Benedji, l'œuvre Crise de Mike Brody, tous ces gens formidables qui composent cette exposition et qui exposent. Et avec Sandrine Mercier, tout à l'heure, nous reparlerons de quoi, Sandrine? Vous avez une demi-seconde? Je voulais réagir sur le surtourisme, par exemple. On en réagira sur le surtourisme juste après. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans le monde à découvrir, nous sommes avec Nathalie Bazoche, co-commissaire de l'expo Faut-il voyager pour être heureux en ce moment à Paris jusqu'au 2 avril. Et Sandrine Mercier, rédactrice en chef du magazine Aller-Retour, qui voulait réagir avec passion sur le surtourisme, Sandrine. Non, mais c'est vrai qu'on a tous été convaincus. Enfin, on a tous vécu cette scène où on arrive sur un lieu et devant nous, il faut faire la queue presque parce qu'il y a des gens qui font des vidéos. Il faut faire la queue pour avoir accès à la superbe vue. Ils se prennent tous en vidéo pour les réseaux ou autres. Et donc, c'est insupportable, effectivement. Et alors, comment faire? Par exemple, Venise ou Dubrovnik ont mis en place vraiment des quotas. Maintenant, quand vous voulez rentrer dans Dubrovnik, il y a des petits tourniquets. Par exemple, la ville ne peut accueillir que 4000 personnes. Donc, on attend qu'il y en ait 3 qui sortent pour que vous puissiez rentrer dans la vieille ville. Et oui, c'est comme ça maintenant. Venise va le mettre en place sûrement pour cet été 2023. Et on va faire comme au musée. Vous parliez des calanques. Maintenant, il y a un quota. Donc, par heure, ne peuvent rentrer dans les calanques que 50 personnes. Donc, vous réservez sur Internet votre entrée, comme vous faites pour aller au musée. C'est répulsif. Enfin, moi, j'y vais pas à Dubrovnik. Sachant ça, j'y vais pas. Si je voulais y aller, j'annule. Non, mais je suis d'accord. Pour me retrouver devant un tourniquet. Oui. Non, mais c'est épouvantable. Et mais ça vous évite d'être complètement coincé dans la ville. L'utilité de la chose, avec des milliers de groupes, avec des drapeaux où vous ne voyez absolument plus rien qu'une marée humaine. Oui, alors par exemple, nous, à la Fondation, pareil, on a mis. Alors, c'est pas des tourniquets, mais maintenant, il faut réserver pour qu'on puisse faire la visite dans des bonnes conditions. Puisque ça, avant, on peut le comprendre. Ben oui, c'est un peu la même chose. C'est la même logique. C'est la même logique. Ouais. Et parce que si on est trop nombreux, parce que ça arrive parfois les week-ends où ça déborde, eh bien en fait, on fait une visite dans des mauvaises conditions. Oui, c'est vrai. Et finalement, les gens sortent, ils sont frustrés. Moi, c'est le tourniquet qui me plaît pas. Ah oui, alors on n'a pas mis de tourniquet. Ah bah c'est bien. Donc, ça, on a des gardiens. C'est bien, ils sont sympas. En plus, j'ai vu ce matin, ils sont adorables. Ils sont très gentils. On a bien rigolé. Ils sont très accueillants, ils font très bien leur boulot. Une petite chose sur le travail vidéo, un travail photographique que j'ai vu qui était assez marrant. C'est des gens qui se prennent en photo. Oui. Ah ça c'est formidable, racontez-nous. Ah ça c'est Maxime Marion et Émilie Brout. Oui, c'est un couple. C'est un couple. Oui, je crois que c'est un couple, ou en tout cas pour leur travail. Alors, entre 2014 et 2018, leur grand jeu, c'était d'aller dans des endroits comme la Tour Eiffel, très connus. Bon. Et puis, ils s'immiscent dans une photo qui est faite... De gens de touristes, en fait. De touristes, qui prennent la photo et hop, ils se mettent juste dedans. Et ils se mettent dans la photo. Bon. Et puis après, le soir, ils rentrent chez eux et grâce au hashtag Tour Eiffel, ils se retrouvent sur Internet. C'est génial. Et donc, jusqu'en 2018, en fait, c'était en open source, donc c'était facile de retrouver ces photos. Mais alors, donc ils les récupèrent et ce sont des photos qu'ils ont retrouvées sur le site. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on se rend compte que les gens, en fait, ils se montrent, ils se postent. La Tour Eiffel n'est même pas cadrée. Vous avez le Parthénon, c'est pas cadré non plus. Il en manque un bout. Il en manque un bout. Parfois, elle est juste à côté, mais on se dit mais. Donc ça dit quoi du voyageur? C'est-à-dire qu'il veut prendre juste une photo comme ça qui n'a pas de sens en fait. Il y a des artistes. Sa femme devant la Tour Eiffel, donc c'est sa femme qui compte. C'est sa femme qui compte. Il veut montrer qu'il y est. C'est ça. Qu'il y est allé. Oui, c'est ça. Qu'il a une belle vie, une vie. Où il voyage. Et ces deux artistes ont réussi à en faire une œuvre parce qu'on les voit en répétitif, c'est très drôle. Ils sont tous d'ailleurs en arrière-plan, soit elle, soit lui, soit des fois les deux en même temps. Et les gens ne voient rien en fait. Non, les gens ne voient rien. Ils se rendent pas compte qu'ils prennent quelqu'un en photo qui n'est pas de leur famille ou... Si, ils s'en rendent compte, mais je pense qu'ils s'en fichent. alors, on m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur le droit de montrer ces gens? Et alors, j'ai presque envie de dire, oui, mais
finalement, ils postent une photo où il y a d'autres personnes et eux, ça leur pose pas de problème de le poster sur Internet. Ils ont été récupérer une photo qui était libre de droit finalement puisqu'ils l'ont postée sur Internet. Leur image, ils l'ont mis en pâture. Donc, quelque part, c'est toutes ces relations que l'on a avec les réseaux sociaux et comment on met en scène notre vie. Et en particulier, comment on met en scène nos voyages. Et vice-versa, quand on va en Inde, par exemple, puisque vous parliez de l'Inde, Nathalie, ils ont envie de vous photographier à tout moment avec eux. Vous faites partie de la famille, vous êtes en train de visiter un temple. C'est dingue. C'est dingue. Et ils vous demandent, venez, et venez sur la photo, ils vous prennent par le bras, par le coude, enfin... Ils veulent que vous soyez avec eux. Ils veulent que vous soyez sur la photo comme si vous étiez de la famille. Donc c'est vrai, quand on voyage comme ça, ils sont aussi extrêmement contents de nous voir, de nous rencontrer, de nous toucher la peau, les cheveux. Oui. C'est pas parce que vous êtes un touriste, une entité un peu bizarre, c'est parce qu'ils font vraiment partie de la famille, quoi. Ils vous aiment. Je sais pas s'ils nous aiment, mais en tout cas, ils nous prennent en photo. Ils sont très curieux. Ah, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Sandrine Mercier, sur la couve de votre magazine aujourd'hui, qui sort en kiosque, qu'est-ce que vous nous proposez comme voyage intéressant en 2023? C'est un tombeau nabatéen, mais effectivement qui commence juste à s'ouvrir, on va dire, puisque c'est en Arabie Saoudite. Le pays a été archi fermé à double tour depuis des dizaines d'années, et là depuis maintenant 1 an ou 2, on peut obtenir des visas très facilement, et donc ils mettent en place maintenant des vols pour aller sur Alula, ça s'appelle, puisqu'on connaît Petra en Jordanie. On connaît moins Alula. On connaît pas du tout Alula, et ils ont décidé maintenant avec l'épuisement des ressources du pétrole, ils sont en train de changer aussi leur politique. Et l'idée, c'est aussi d'accueillir des touristes pour faire rentrer aussi maintenant des devises. D'où Alula, d'où des Arabie projets. Saoudite, pays intéressant à visiter. Ça vaut le coup. Tous les voyageurs d'une certaine génération en ont rêvé, ils ne pouvaient pas y aller. Et aujourd'hui, ça y est, on peut y aller. Donc ça va être un peu le rush. Il y aura des tourniquets. Les îles Féroé aussi. Oui, les îles Féroé, on avait envie de parler effectivement de destinations pas trop connues, des pays vraiment qui sont en train de s'ouvrir au tourisme. Les îles Féroé, on est quelque part entre l'Islande et le nord de l'Écosse, mais ça appartient au Danemark, ce sont des îles danoises, et c'est un archipel de 17 petites îles, vraiment battues par les vents, la pluie. Il faut aimer la pluie. Il faut aimer porter un ciré. On adore la pluie. Parce qu'il y a à peu près 280 jours où il pleut. C'est ça. Donc quand j'y étais au mois de juin, c'était la canicule à Paris, là-bas il faisait 8 degrés. C'est aussi pour ça que les gens, c'est pour aussi que le tourisme s'inverse et va plus vers les pays du Nord. Mais complètement. À cause de ces canicules. À cause de la canicule, les gens supportent plus la chaleur, en tout cas ne veulent pas vivre un stress ni hydrique ni de chaveur. Et par exemple, même la Bretagne aujourd'hui a des offres en hiver. C'est-à-dire il y a des gîtes qui disent venez chez nous en plein hiver, vous pourrez vivre les grandes marées, les grandes tempêtes. Maintenant c'est quelque chose qui peut être attractif, alors qu'avant on pensait que la Bretagne jamais en hiver. Ça c'est sûr. Non. Et maintenant on file en Bretagne, on file en Sri Lanka et l'été on file aussi au Danemark. Pourquoi pas? Parce que c'est. Mais oui, parce qu'au moins on est sûr de ne pas crever de chaud. C'est une manière de fuir la canicule. Nathalie Bazoche, vous êtes une remarquable conteuse, en plus d'être une commissaire émérite de cette exposition. Racontez-nous le travail de Taysir Banerjee. Alors, Taysir Banerjee, c'est à la fois très simple. Alors. Taysir Banerjee nous a fait pareil, il a été vraiment formidable sur cette exposition. En 2013, il a fait une œuvre pour Marseille, qui est une œuvre qui était composée de savons, et donc un certain nombre de savons, dans laquelle il avait gravé l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui permet à chacun de sortir de chez lui, de se promener, de se déplacer dans son pays, de sortir de son pays, de pouvoir rentrer dans son pays et surtout de pouvoir revenir chez lui. Librement. Donc, pour moi, cette œuvre, elle était vraiment formidable et très importante par rapport à cette exposition qui pose vraiment le débat, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas bouger. Donc, effectivement, ça ne concerne pas toute la population, cette exposition sur le voyage. Ça nous concerne, nous, essentiellement, les Occidentaux. Alors, cette œuvre, donc, elle a été réalisée donc, en 2013.
acheté par la cité de l'immigration à Paris, à la Porte Dorée. Et donc, quand on les a contactés en leur disant, voilà, on voudrait pouvoir l'emprunter, dans notre idée à nous, c'était aussi de faire une exposition sur un temps long. Vous savez, les expositions à Paris, c'est 4 mois. Bon, maintenant, on est parti sur une réflexion, comme tous les lieux culturels, de ce réchauffement climatique. Est-ce qu'on ne doit pas faire une exposition sur un temps plus long pour rentabiliser aussi bien le transport des œuvres que les scénographies que l'on construit et tout. Et donc, on a dit, on la voudrait sur un temps de 9 mois. Non, c'est pas possible. On nous dit non, je suis désolée, c'est trop court. Et donc là, gentiment, on a appelé Taïsir, on lui a dit, Taïsir, ça va pas le faire, ils veulent pas nous prêter l'œuvre. Et il a dit, écoute, vous allez racheter les savons, et moi, je viendrai regraver les savons à la fondation. Et c'est ce qu'il a fait. Et pendant une semaine avec sa femme, très gentiment, ils ont regravé les savons. Et donc, nous avons cette œuvre qui s'appelle on ne vit pas que de pain, #2, puisque c'est la 2e version de cette œuvre. D'accord. On va continuer à découvrir cette formidable exposition au travers de plusieurs autres travaux d'artistes dans un instant, notamment celui de d'Ange Lescia. Oui. Et puis Point Cheval, que j'ai bien aimé aussi. D'accord. Extraordinaire. À tout de suite, chers amis de Sud Radio. Dans un instant, on se retrouve. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Ces nouvelles façons de voyager, ce nouveau sens qu'il faut donner au voyage, nous en parlons ce soir avec Nathalie Bazoche, co-commissaire de l'expo Faut-il voyager pour être heureux? Jusqu'à quand, Nathalie? Jusqu'au 2 avril. Et Sandrine Mercier, rédactrice en chef du magazine AR, qui est sorti en kiosque. Et dans la couverture, c'est Arabie Saoudite aujourd'hui, les îles Féroé, le Sri Lanka et l'Occitanie. C'est un numéro d'hiver. C'est un numéro en d'hiver. kiosque jusqu'à mi-mars. Un petit mot sur l'Occitanie? L'Occitanie, oui, parce qu'effectivement, il y a toujours des destinations France, puisque ça fait partie maintenant, je crois que 70% à peu près des Français en tout cas qui ont des vacances, visitent la France. Donc, autant leur donner aussi des idées. Là, c'est sur l'Occitanie, c'est dans le Haut-Languedoc. On peut marcher sur la voie d'Arles. C'est une des alternatives au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller de Arles jusqu'à Saint-Jacques, en passant par le nord de l'Hérault, les montagnes noires. C'est un GR. Une autre idée dans l'Occitanie à voir, à découvrir? Mais l'Occitanie, c'est vraiment une région, on va dire, qui met en place des choses innovantes. Par exemple, je ne sais pas si l'été dernier, vous avez voyagé en Occitanie, mais ils avaient mis en place le train à 1 €. Ah oui. Donc, tous les jours, quand vous vouliez aller de Toulouse à Carcassonne ou à Limoux ou ailleurs, ça vous coûtait 1 €. C'était justement pour faire en sorte ce tourisme de proximité, pour dire que les Chinois, on ne les veut pas forcément. De toute façon, ils ne pouvaient pas venir, mais on pouvait les remplacer au moins par les gens de la région. Et pour favoriser le déplacement, pour les sortir de Netflix, c'était de leur dire, ça va vous coûter 2 € pour aller à l'autre bout de la région et de revenir, et profiter de ce temps-là pour aller découvrir des coins à côté de chez vous que vous ne connaissez pas forcément. Très bien. On fait un petit saut de puce, on part de l'Occitanie, on arrive en Corse avec Ange Lescia. Leccia, comment on dit? Leccia. Leccia. Ange Leccia. Leccia. Alors ça, racontez-nous cette œuvre. Alors c'est 70 globes. Rétroéclairé. Vous savez ces globes que vous aviez probablement quand vous étiez petit, quand on était enfant. Ouais. Alors moi je l'avais pas rétroéclairé, mais ceux-là ils sont rétroéclairés. Ouais. Il y en a 70. La première fois qu'il a montré cette œuvre, il y en avait 360. C'était à la Biennale de Lyon, dans ces grands hangars. On a sélectionné cette œuvre parce qu'en fait, ça montre aussi la fragilité de notre planète. Et puis surtout, il fut un temps où on l'a regardé, où on l'a rêvé avant de voyager. Et ça, c'était vraiment important. C'est de se reposer cette question de notre planète, comment on apprend, comment on la rêve, comment on espère comment on la protège, et puis comment on apprenait aujourd'hui quand vous regardez votre téléphone portable et puis c'est plat, ça n'a plus la même poésie et de mystère. Donc voilà, ça c'est l'œuvre d'Ange, et effectivement qui rappelle aussi qu'il n'y a pas de deuxième planète, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de plan B, il n'y a que celle-ci, et que si on commence à se dire qu'on va aller dans l'espace, ce sera peut-être autre chose, quoi. Un petit mot sur le travail de Point Cheval. Abraham Point Cheval, c'est un artiste français qui est assez, qui a une démarche artistique très originale, puisque en fait, il considère que c'est son corps qui est presque son espace de voyage. Donc ici, par exemple, on montre un espèce d'habitacle qui est une sphère, qui est fait en métal, dans lequel on peut dormir.
dans lequel on peut dormir, dans lequel... Et qui le roule comme ça au film, c'est incroyable. Et qu'il a roulé, en fait, sur les chemins du GR dans les Alpes. D'accord. Et pour lequel il va aller le plus loin possible, et puis surtout, il va le pousser, il roule son habitat, en fait. Il roule son habitat, absolument. Il a transformé cet habitat, c'est aussi, il y a un petit trou qui fait que c'est aussi une chambre noire, donc il peut prendre des photos, donc il y a 2 photos que l'on voit, qu'il appelle des tonneaux, qui sont très beaux parce que effectivement ça montre un peu ce paysage. Il va aussi faire une vidéo où on voit que justement ça tourne, et puis il va rencontrer des gens parfois, il va devenir complètement hirsute, il va aller très loin parce que il va se prendre pour un ermite, parce qu'en fait le Girovague est l'habitacle de l'ermite, et en avançant de plus en plus loin, eh bien il y a un moment donné il va se retrouver face à des carcasses, et c'est là où son idée va se dire, mais j'ai envie en fait d'être dans une carcasse pour encore mieux, pour aller plus loin encore dans ma réflexion. On franchit une étape. Oui, on franchit une étape. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle Point Cheval et qu'on vise dans une carcasse? Eh bien là, il est allé voir le musée de la chasse et de la nature à Paris, et il a demandé l'autorisation de porter, juste de rentrer dans une carcasse d'ours. Et donc il a vécu comme ça pendant un certain temps, et les enfants pouvaient lui parler. Et il raconte tout ça. Ouais. C'est ça, en ça qu'elle est aussi un moment d'émotion, cette expo. Quand on voit le Girovague, là, on sent très bien par quoi il est passé. Parce qu'il a roulé son truc sur des chemins caillouteux, ça n'a pas dû être facile, il a dû être emmerdé de temps en temps, ça tombait, machin. Il a dormi dedans. Et on voit qu'il est chargé de toute cette expérience de découverte et de voyage qui est assez singulière et assez originale. C'est ce qu'on appelle un hébergement insolite. C'est ça, par exemple. Ça peut le faire aussi en tant qu'hébergement insolite. Est-ce qu'on repart aux États-Unis avec le travail sur les train hoppers alors, vous avez vraiment 1 minute et demie. C'est un reportage qui a été fait par Mike Brody, cet artiste américain qui, à l'âge de 19 ans, va rencontrer ces jeunes Américains qui ont décidé de faire le voyage, leur mode de vie, parce qu'ils refusent la société de consommation. Donc il va les suivre, effectivement, parce qu'il va avoir un coup de foudre pendant plus de 80 000 kilomètres. Énorme, il va faire plus de 4 000 clichés. Donc ce sont des jeunes qui prennent les trains de marchandises au hasard, ils montent dessus, c'est complètement illégal, d'accord, ils montent dessus, et puis ils sont comme Kerouac, c'est comme Jack Kerouac. Ils vont d'un état à l'autre et on ne sait pas ce qui se passe après. Et donc lui, il a pris des photos, Brody. Brody, il a pris plus de 4000 clichés de ces jeunes et de leur façon de vivre. Il a vécu avec eux. Et puis, à un moment donné, il va vouloir témoigner de ce travail, et donc il va faire un premier livre qui va avoir un énorme succès. Et on va lui dire, il faut que tu fasses un 2e livre. Et au moment où il fait ce 2e livre, il se dit, mais je suis en train de faire de l'argent sur ces jeunes qui refusent cette société justement d'argent et de finances. Et donc, il décide d'arrêter complètement. Il ne fera plus jamais de photos. Il deviendra un mécanicien. Il changera d'état. Il changera complètement de vie. Et donc, voilà. Son œuvre est à voir à l'expo. Oui. Son œuvre est à voir à l'expo. Une partie de son œuvre. Oui, c'est 4 photos sur les 4000, mais quand même, voilà. J'ai vu les œuvres, c'est des photos assez touchantes aussi, je trouve. Elles sont touchantes parce que tout d'un coup, ça montre cette jeunesse aussi qui est à la recherche de autre chose. Et on voit dans leur regard, j'ai en mémoire le regard d'une jeune femme qui est tournée vers l'objectif. On voit un peu sa détresse, toute son interrogation sur la vie. On comprend ce qu'elle est en train de faire en une photo, quoi. Oui. Ça, c'est bien. Oui. Passionnant. Sandrine, vous allez conclure en nous disant quelles sont les tendances pour cette année 2023. Alors, les tendances. J'ouvre les tendances voyage. Je prends ma boule et je regarde dedans. Où vont aller les gens cette année? On a parlé de l'Arabie Saoudite, les îles Féroé, le Sri Lanka, l'Occitanie. Ce ne sera pas la grande majorité qui va aller là. Non, les Français, en grande majorité, ils aiment l'Italie, ils aiment l'Espagne, ils aiment la Grèce. Ils retournent cette année. Ils y vont, ils y retournent, ils aiment en tout cas les bords de mer. Ils aiment aussi la montagne quand même de plus en plus pour aller marcher. Et la campagne qui maintenant devient très attractive aussi. Ils aiment aussi les nouvelles d'apprendre des savoir-faire. Il y a un nouveau site, je ne sais pas si vous connaissez, We Can Do. Moi j'ai testé, j'ai fabriqué mon rouge à lèvres vegan. Non, mais on peut faire plein de choses. On peut apprendre à faire son pain, on travaille avec un artisan. Donc c'est ces nouvelles formes de vacances. Où on apprend des choses. Et un savoir-faire. Ça aussi, c'est effectivement très, très tendance. Ça s'appelle We Can Do, c'est en anglais.
C'est en anglais, mais c'est français. C'est français, c'est très bien, parfait. Les nouvelles tendances aussi, c'est le camping, c'est l'hôtellerie de plein air, c'est aussi les hôtels mixtes. J'ai découvert par exemple le concept Hob. Vous allez, vous savez, dans ces petits hôtels de campagne, avant c'était ringard, voilà, c'était perdu, on était mal reçus. Et ben maintenant, ils transforment ça dans ces espaces. Ils en font des espaces complètement mixtes. Ça fait en même temps coworking, épicerie de proximité. Vous pouvez venir réparer vos vélos et tout ça. Et on peut aussi avoir et un restaurant est ouvert. Et c'est vraiment des nouveaux espaces. Ça n'a pas du tout la tête d'un hôtel ou d'un logis de France. Non. On est vraiment dans des nouveaux types d'espaces pour passer en partie ses vacances, mais être aussi mélangé avec les gens. Dans ce qu'on disait au début de l'émission, on vient rechercher de l'authenticité. Et des rencontres avec des gens. Avec l'autre, des rencontres humaines. Découvrir des gens qui font pousser des bons produits, des artisans, être en contact avec eux, faire du vélo, prendre l'air. Nathalie Bazoche, concluez aussi. Donnez-nous envie d'aller voir cette expo encore et toujours, que j'ai trouvée formidable, et intéressante, émouvante aussi, et qui m'a beaucoup fait poser de questions sur le voyage et le sens du voyage. Donc c'est une expo réussie. Merci. Vous avez 20 secondes. Oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que vous me faites peur. J'ai envie de vous dire que toutes les personnes, sur le livre d'or, les gens disent qu'ils ont beaucoup aimé cette exposition parce qu'en fait, ça les interroge sur comment ils vont voyager demain. Et en fait, c'est le but. Voilà, c'est ça le but. Mais il y a une 40aine d'œuvres, c'est pas trop long. En même temps, c'est organisé avec 4 chapitres, que tous les textes ont été écrits par une jeune autrice qui permet. C'est bien organisé quand même. Vous avez vu, on a un espèce de timing qui s'est mis en route. Oui, c'est ça. Et donc, elle est jusqu'à quand cette expo? L'adresse? Elle est jusqu'au 2 avril. C'est ouvert tous les jours de midi à 19h. On est là pour vous accueillir. Il y a des médiateurs qui sont là pour vous et qui si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez être accompagné, vous pouvez la faire tranquillement tout seul. Il y a les capsules vidéo qui sont là pour vous aider. Merci Nathalie Bazoche, vous l'avez fort bien vendue. De toute façon, c'était tellement formidable qu'elle se vend toute seule d'elle-même. Oui. On vous invite tous à aller la voir, cette exposition. Merci beaucoup Sandrine Mercier. Et la suite, c'est pour vivre en direct un grand moment de rugby sur Sud Radio, le match Italie-France au Stadio Olimpico de Rome. Dans le cadre du tournoi des 6 nations, une rencontre commentée par nos 3 consultants maison, Daniel Herrero, François Trio et Marjorie Mayence, ex-joueuse internationale de rugby, qui nous rejoint pour commenter les matchs et à qui nous souhaitons la bienvenue sur notre antenne, car plus de sport sur Sud Radio, c'est aussi plus de sport au féminin. Bon match à toutes et à tous. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel.